Aujourd'hui, le cycle de conférences virtuelles autour de la crise du Covid-19 se fera en français. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, de présenter brièvement le professeur Julien Navarro. Julien Navarro est titulaire de la chaire francophone de sciences politiques de la Diplomatische Akademie Wien, l'école des hautes études internationales de Vienne. Il est également maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille, affilié à l'École européenne de sciences politiques et sociales, ESPOL, dont il dirige le centre de recherche. Les recherches de Julien Navarro s'inscrivent dans le champ de la politique comparée, des relations internationales et ce qui nous intéresse aussi sur les parlements, les comportements politiques et l'Union européenne, entre autres. La crise du Covid-19, la Covid-19 est-elle un danger pour la démocratie? C'est la question sur laquelle il se penchera aujourd'hui en mettant en lumière les conséquences politiques, comment les gouvernements ont géré la crise, quelles mesures ils ont dû prendre, le rôle en retrait des parlements, la limite des libertés individuelles et bien d'autres choses. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle que si vous avez des questions, veuillez les envoyer à conférence@da-vienna.ac.at ou faites un commentaire sur la page Facebook pendant la diffusion. Je vous souhaite une bonne conférence. Julien ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux et reconnaissant à l'Académie de m'avoir proposé d'intervenir dans ce cycle de conférences plutôt innovantes, à la fois sur le fond et sur la forme, réagir sur un sujet d'actualité et en même temps le faire en ligne. Et donc j'ai voulu introduire un thème assez large sur les conséquences pour les démocraties de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je voudrais dire que mon propos est vraiment un propos introductif et donc je voudrais vous inviter à poser vos questions. Je ne peux pas vraiment vous promettre qu'on va développer un vrai dialogue, hein, le format est ce qu'il est, mais en tout cas, ça m'intéresserait aussi de voir quelles interrogations peuvent se nourrir à partir des quelques réflexions préliminaires que je vais partager maintenant avec vous. Alors, je vais, si la technologie le permet, partager une présentation qui vient un petit peu illustrer et appuyer ce que j'ai à vous dire. Et donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que cette crise, la crise de la Covid-19, c'est bien entendu, on le sait, une crise sanitaire, une crise pour les systèmes de santé qui ont été mis à rude épreuve, et puis surtout une crise qui a produit de nombreuses victimes. Donc ça, c'est absolument indéniable, des malades, des décès, il y a les statistiques qui ont été égrenées jour après jour. Et la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que ces politiques ont été efficaces, hein, les politiques pour réduire les effets de la pandémie, pour les traiter. Et le bilan, il n'est peut-être pas encore possible de faire un bilan, mais le bilan, à un moment donné, devra être fait de ces politiques. L'angle sous lequel je voudrais, moi, aujourd'hui, parler de cette question, c'est justement pas exactement celui du bilan des politiques de santé entre les différents pays, mais c'est plutôt l'idée qu'avec cette crise, avec cette pandémie, il y a des conséquences qui ne touchent pas simplement à la santé. Ce n'est pas simplement une crise pour les politiques de santé, c'est une crise politique plus profonde, avec des conséquences en réalité importantes que l'on peut commencer à pressentir et sur lesquelles il faut s'interroger, parce que la manière aussi dont on appréhende ces conséquences eh bien, indique quelque chose de ce que l'on veut faire de cette crise, de quelle réponse on veut apporter, ce qu'on veut en apprendre.
L'idée que cette crise est un choc pour les démocraties, qu'elle est une leçon, c'est un constat qui a été fait par divers acteurs, et c'est un constat qui a été fait par les ennemis de la démocratie et qui a été fait très tôt. Je vous en donne une illustration. Ici, vous voyez, c'est le 27 mars. Et c'est l'ambassade de Chine en France qui tweet, qui communique. C'est un petit peu long. Je ne sais pas si on devrait lire un tweet lorsqu'on fait une conférence en ligne, mais je vous indique tout de même ce qu'il y a dans ce tweet. Que nous dit l'ambassade de Chine, donc les autorités chinoises, ici en Occident? Elle s'adresse en fait à nous, occidentaux. Certaines personnes sont très admiratives des succès de la gouvernance chinoise. Attention, ce qu'on met en avant, c'est bien la gouvernance, un modèle de gouvernance. Ils envient l'efficacité de notre système politique. Vous voyez? Et donc, le tweet suivant, délibérément, il colle à la Chine l'étiquette de dictature. Et pour bien appuyer l'argument, lorsque l'épidémie a commencé à faire rage partout, c'est à la Chine que le monde entier a demandé de l'aide, et non pas aux États-Unis, avec les guillemets, pour le phare de la démocratie. Voilà. Donc, on voit d'une part à quel point la Chine tente de mettre en avant son action, de récupérer, et en même temps de mettre en cause le modèle des démocraties. Donc, derrière cette crise, il y a des enjeux géopolitiques. Des enjeux géopolitiques de concurrence. Ici, avec la Chine, c'est manifeste, qui a su très bien mettre en scène aussi l'aide qu'elle pouvait apporter sur différentes parties du monde, notamment en Afrique, où il y a une concurrence qui se joue entre différents acteurs internationaux. La Russie aussi, qui, à un moment donné, a été très active pour envoyer, notamment en Italie, des médecins. Ensuite, il s'est avéré que c'était parfois des gens qui, soit n'avaient pas vraiment de compétences dans les questions de lutte contre la pandémie, et puis qu'il y avait des liens avec l'armée qui inquiétaient plutôt les puissances occidentales. Mais voilà, la Covid s'est révélée comme une forme de plateforme autour de laquelle s'affrontent des intérêts géopolitiques. Et la question, c'est de savoir, finalement, est-ce que véritablement, on doit prendre au pied de la lettre ce que nous disent ici les autorités chinoises sur l'affaiblissement des démocraties. Alors, bon, vous imaginez que je ne pense pas effectivement qu'il faille prendre ça au pied de la lettre, mais je crois en tout cas qu'il faut s'interroger sur l'état de nos démocraties et la manière dont nos démocraties ont répondu aux défis que représentait la Covid-19. Et le premier point, la première observation que je voudrais faire ici, c'est que c'est joué quelque part dans les pays occidentaux, et je centrerai mon propos essentiellement effectivement sur l'Occident, sur les démocraties européennes. Je me limiterai à ça, je ferai peut-être quelques incursions, mais disons que il me semble plus intéressant de se concentrer sur cet espace géographique, celui de l'Europe, de l'Union européenne en particulier. On a eu, en quelque sorte, un affaiblissement de l'état de droit par l'émergence d'un état d'urgence sanitaire. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'on a des réponses politiques à la crise qui consistent essentiellement à mobiliser les systèmes de santé, très bien, et en même temps à introduire tout un tas de restrictions sur les droits et les libertés individuelles et collectives. Encore une fois, je ne mets pas en cause ici, mon propos ne porte pas sur l'opportunité de ces politiques en termes d'effets sur la santé. Ce n'est pas exactement mon champ de compétences. Je fais qu'observer quelque chose qu'on a tous vécu, c'est la situation totalement inédite dans laquelle on a été en Europe, de ne pas pouvoir sortir de chez soi librement, de devoir, en France, où je me trouve, imprimer un document pour expliquer ce qu'on allait faire. C'est tout de même totalement inédit. Vraiment, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau dans une telle mesure et touchant l'ensemble de la population. Alors, ici, pour illustrer ça, j'ai mis ce qui est
un index qui a été construit à l'université d'Oxford pour comparer la réponse apportée à cette crise par les différents pays. Et donc, on voit en fait les mesures de restriction qui ont été prises, à quel moment elles ont été prises, avec quelle célérité dans différents pays ici cités. Vous voyez, il y a des pays d'Europe, des pays qui ne sont pas en Europe, peu importe. L'idée, c'est que globalement, ces politiques, elles ont été adoptées à peu près partout. Si on prend l'Europe, pas exactement de la même manière, pas exactement au même moment. Il y a quelques pays dans lesquels les mesures adoptées ont peut-être été moins contraignantes. Je pense en particulier à la Suède, dans une certaine mesure aussi en Allemagne, où la réponse a été moins uniforme. Mais ce qui est frappant, c'est que dans beaucoup de pays, il y a eu des lois d'exception qui ont été adoptées. Des lois d'exception qui donnaient des pouvoirs particuliers aux exécutifs, qui, encore une fois, privaient de liberté les citoyens, à la fois des libertés individuelles, comme je le disais, le droit d'aller et de venir, mais aussi des libertés collectives, comme le droit de se réunir, le droit d'organiser une manifestation dans la rue, par exemple, pour contester le gouvernement. Et bien entendu, ce type de dispositif, même si on peut penser qu'il a des effets positifs dans la lutte contre la pandémie, et qu'il a eu des effets positifs, je fais partie de ceux qui croient volontiers que ces politiques, elles ont effectivement permis de limiter la pandémie, ça a pu être aussi une brèche dans laquelle certains gouvernements se sont engouffrés, peut-être avec des arrière-pensées qui ne sont pas simplement de l'ordre de la politique de santé, de l'ordre du sanitaire, mais qui vont un petit peu au-delà. Si on prend le cas de la Hongrie, dans laquelle un état d'urgence a été adopté dès le 11 mars et ensuite prolongé de manière illimitée, eh bien, il y a eu tout un tas de dérogations aux droits ordinaires qui ont été permises par cet état d'urgence, y compris sur des questions qui, a priori, ne relevaient pas directement de l'urgence sanitaire, par exemple le droit du travail, la question de la protection des données individuelles, et puis des dispositifs, par exemple, visant à réprimer la diffusion de fausses nouvelles sur le virus ou sur l'action du gouvernement, avec une condamnation possible à 5 ans d'emprisonnement. Toujours très difficile d'interpréter ce genre de dispositif, de savoir quelles en sont les arrière-pensées, parce qu'on peut penser qu'il est assez légitime de vouloir limiter la diffusion de fausses nouvelles s'agissant de la propagation d'une maladie comme la Covid-19, et en même temps, est-ce que les gouvernements ne risquent pas d'abuser de ce type de dispositif précisément pour renforcer leur pouvoir, exercer une forme de censure, limiter la presse. Et finalement, je reviendrai là-dessus, mais il y a eu peu de contestation de ces mesures, finalement assez peu. Alors ici, si vous voyez ce que j'ai mis comme illustration, on a une petite manifestation en Allemagne, qui est l'illustration d'opposition politique, ici venant d'un parti qui lui-même se présente comme peut-être démocratique, mais dont on peut douter du caractère totalement démocratique. En tout cas, un parti qui se situe à l'extrême droite du spectre politique. Mais ce n'est pas la seule force politique, bien entendu, à avoir exprimé une inquiétude sur la manière dont cette crise pouvait être instrumentalisée. Si on pense aux conséquences sur la vie démocratique de cette crise, on peut penser aussi à la difficulté d'organiser des élections qui étaient prévues, pas seulement d'organiser les élections, mais d'organiser des campagnes électorales. Alors, je pense à 2 exemples, ce ne sont pas les seuls. Le premier exemple, c'est celui de la France, où le gouvernement a dans un premier temps fait le choix, dans ce qui était encore, on va dire, le début de la crise en France, de maintenir les élections municipales, en tout cas le premier tour des élections municipales,
Ça a beaucoup été critiqué parce qu'ensuite, il a dû repousser le second tour de ces élections. Et donc, voilà, la question, c'est est-ce que ça fausse le jeu démocratique, la concurrence? Quels sont les effets, notamment pour le deuxième tour, dont à l'époque, on ne savait pas très bien quand il aurait lieu. Finalement, il va avoir lieu très, très bientôt, là aussi avec une difficulté pour la campagne. L'autre pays auquel je pensais, c'est la Pologne, hein, où il y a eu tout un imbroglio autour du maintien ou non de l'élection présidentielle. Est-ce que l'élection présidentielle aurait dû avoir lieu dans cette période? Et puis, finalement, après moult hésitations, elle a fini par être repoussée. Mais le gouvernement tentait, si on en croit ses opposants, de maintenir coûte que coûte cette élection en pensant en tirer un certain bénéfice. Voilà. Alors, cette crise, elle a aussi des conséquences sur la manière dont sont perçus les gouvernements. Et c'est ça qui est assez paradoxal, si on veut, c'est que ce recul inédit des libertés ne s'est pas nécessairement traduit par un recul de popularité des gouvernements, c'est-à-dire que finalement les citoyens, nous tous, on a globalement adhéré à ces politiques restrictives, à ces restrictions de liberté. Alors, il y aurait beaucoup de nuances à apporter à ce que je viens de dire, et la manière de mesurer la popularité elle-même est discutable et contestable. Si vous regardez là les deux illustrations que j'ai mises, encore une fois, qui demanderaient à être affinées, on a d'abord l'idée que les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les grands leaders internationaux ont plutôt bénéficié d'un regain de popularité à l'occasion de cette crise de la Covid-19. C'est-à-dire que si on s'en tient au sondage d'opinion, eh bien, et que l'on fait ce que vous avez sur le graphique de gauche, le solde des opinions positives et des opinions négatives, le solde a tendance à être plus positif. Et on retrouve la même information. Alors, encore une fois, tout ça demandera à être actualisé, mais c'est ce qu'on observe globalement. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment étonnant, en fait, quand on étudie les phénomènes politiques comme je le fais, parce que face aux crises, il est classique qu'il y ait une forme de ralliement autour de l'exécutif, de ceux qui sont en responsabilité. Et ici, si je me centre un instant sur la France, peut-être vous souvenez-vous, si vous suivez l'actualité politique française, qu'au début de la crise, lors de sa première intervention télévisée, le président Macron a développé toute une rhétorique sur l'idée que nous étions en guerre. En guerre, alors pas une guerre classique, pas une guerre ordinaire, mais une guerre face à une pandémie. Et cette thématique guerrière, eh bien, elle n'est pas neutre, parce que précisément, elle permet de mobiliser, en fait, d'une manière assez exceptionnelle, les forces politiques, de, quelque part, demander à l'opposition de ne pas critiquer, parce que lorsque vous êtes en guerre, vous voulez éviter les divisions internes dans le conflit, et donc d'utiliser cette rhétorique qui permet, qui a pour effet, en tout cas, indirectement, de donner une plus grande liberté, une plus grande marge de manœuvre à l'exécutif. Et donc, c'est à peu près ce qui s'est vérifié. Alors, si je devais développer sur la France, et peut-être que j'aurai des questions sur le sujet, mais la situation est assez particulière en France parce qu'on a un président qui est très visible, mais aussi un Premier ministre qui est supposé le chef du gouvernement. Et donc, on a des effets sur l'opinion publique entre ces deux acteurs de la vie politique française qui sont parfois assez contre-intuitifs. Concrètement, aujourd'hui, c'est plutôt le Premier ministre qui tire un bénéfice de la situation et le président qui est un peu plus en difficulté dans l'opinion. Quoi qu'il en soit, et si on regarde de manière plus large que le seul cas français, le grand enseignement, c'est que à court et moyen terme, les exécutifs ont tiré un certain bénéfice.
Ensuite, il faudra voir à plus long terme, parce qu'il y a des endroits où la gestion peut-être a été plus ou moins bonne de cette crise, mais ça, il est peut-être encore trop tôt pour le dire et trop tôt pour dire quels effets ça va produire. Mais si on voit l'énorme bond de popularité dont a bénéficié le Premier ministre britannique, il faudra voir si ça reste le cas lorsque on aura fait un bilan absolument exhaustif de sa gestion de la crise. Le troisième aspect que je voulais aborder s'agissant de ces évolutions, de ce défi démocratique représenté par la Covid-19, c'est celui qui touche au Parlement. Parce que dans nos démocraties, et notamment dans nos démocraties européennes, un acteur clé, c'est bien le Parlement. C'est bien lui qui est censé être le gage de démocratie, à la fois parce qu'il représente les citoyens, parce qu'il exerce un contrôle sur l'exécutif et parce qu'il vote la loi. Et ces différents aspects, en fait, de l'activité parlementaire ont été directement touchés par la crise de la Covid-19. Une des premières conséquences, ça a été une incapacité ou une difficulté des parlements à se réunir. Parce que par définition, un parlement, c'est la réunion physique d'individus dans un espace clos et relativement restreint et qui doivent discuter ensemble. Donc c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire ou ce qu'il ne faut pas faire au moment où on a cette pandémie. En plus, avec des personnes dont la moyenne d'âge souvent est au-dessus de la population générale et donc qui étaient plutôt à risque. Dans les différents pays du monde, il y a beaucoup de dirigeants, de leaders politiques et de parlementaires qui ont eu la Covid-19 parce que précisément, ils circulent beaucoup, ils se rencontrent, ils se réunissent et donc le risque de propagation était important. Donc, conséquence immédiate, ça a été pour les parlements de devoir se réorganiser et en partie se réinventer. Et c'est là que je vois pas seulement du négatif, mais aussi du positif. Avec différentes formes, différentes adaptations. Alors, le côté plus négatif, ça a été effectivement, d'une part, de suspendre les travaux normaux des parlements. Donc, beaucoup de projets, de propositions de loi qui étaient à l'agenda, qui devaient être discutés, qui étaient en train d'être votés, ont été suspendus. Donc, en tant que tel, c'est un vrai problème pour les démocraties. Dans un système dans lequel ça serait une personne seule qui décide de toutes les lois dans son bureau, voilà, le processus pouvait continuer normalement. Il pouvait continuer à légiférer sur tous les sujets d'intérêt. Là, les parlements ne pouvant pas se réunir normalement, automatiquement, il y a une difficulté dans le processus législatif. Au-delà de ça, les parlementaires étaient eux-mêmes empêchés de circuler librement et donc, par exemple, d'aller au contact de leurs administrés, des citoyens, des électeurs, pour voir un petit peu ce qu'ils attendaient. Donc, c'est une difficulté supplémentaire. Et puis, les parlements se trouvent encore dans une difficulté pour contrôler l'action des exécutifs. Ce qui est au cœur du mécanisme démocratique de contrôle. Il y a un rapport entre le législatif et l'exécutif. Le législatif, c'est-à-dire les parlements, sont là pour contrôler l'action de l'exécutif. Et ici, dans cette crise, on a une dissymétrie énorme, en fait. Une dissymétrie en termes de disponibilité et de compétences. Parce qu'une crise telle que celle qu'on a connue, elle fait appel à des compétences scientifiques, à un savoir-faire, à une capacité à drainer l'information. Regardez, savoir combien concrètement de personnes sont victimes, sont contaminées, combien sont hospitalisées, combien décèdent. Toutes ces informations qui sont clés pour juger de l'efficacité des politiques, de la pertinence des choix qui sont proposés, toutes ces compétences, le Parlement ne les a pas directement. Il est tributaire de l'administration et donc des gouvernements pour faire remonter cette information. C'est le cas en général, mais c'est d'autant plus vrai que ici, les parlementaires étaient eux-mêmes empêchés en fait, de se réunir, de se déplacer. Donc, il y a une vraie difficulté à laquelle les parlements, dans leur ensemble, ont su répondre en faisant preuve d'innovation, en tout cas d'un certain nombre d'innovations,
Alors certaines sont plus ou moins heureuses. D'abord, voyez en haut à droite un hémicycle très clairsemé. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait inédit de voir un hémicycle clairsemé quand on s'intéresse aux travaux des parlements. Mais ici, c'est volontaire, c'est organisé. Donc, en fait, avec des formes hybrides de réunions parlementaires dans lesquelles une partie des parlementaires était présente dans l'hémicycle pour représenter les autres élus. Et puis, une partie pouvait être parfois en visioconférence ou avec des délégations de vote, des votes à distance. Des choses de cet ordre, des formes hybrides. Ce qui s'est beaucoup développé, c'est ce qu'on est nous-mêmes en train de mettre en œuvre. C'est du télétravail à travers des plateformes. Alors, peut-être qu'il y a quelques mois, vous connaissiez Skype, comme moi, et puis maintenant, on connaît tous Zoom, Teams, Jitsi, et j'en oublie encore, différentes plateformes qui nous permettent de travailler en ligne, d'échanger, de discuter. Et les parlements ont su faire ça, y compris d'ailleurs dans des collaborations internationales. Et puis, il y a des innovations qui n'en sont pas vraiment, des parlements dans lesquels le poids de l'histoire et de l'immuable domine. Vous avez ici en bas l'illustration c'est pas une illustration, c'est une image des parlementaires britanniques se rendant pour voter comme ils le font classiquement, par colonne, par rangée, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais afin de maintenir la distanciation sociale, il fallait organiser une longue queue avec un espacement entre chaque parlementaire. Ça a fait polémique au Royaume-Uni en disant est-ce que vraiment, à l'heure d'Internet, il est bien raisonnable d'organiser nos votes de cette manière-là. En tout cas, les parlements donc, ont dû faire face et s'adapter. Et mon intuition, je crois, c'est que toutes ces méthodes de travail, elles ont des chances de subsister. Elles vont produire des effets dans la durée et peut-être permettre aussi une plus grande fluidité dans le travail parlementaire et donc dans la représentation des citoyens, dans le contrôle des gouvernements, si on sait tirer le meilleur parti de la crise que l'on vit. Voilà, donc le temps passe. Je vais en venir à ma conclusion. Ma conclusion, alors je vais peut-être pas dû montrer ça tout de suite, je le garde pour ensuite. Ça sera la petite touche finale. Ma conclusion, c'est donc que les démocraties ont effectivement été mises à rude épreuve, et elles le sont encore. Le bilan vraiment comparatif doit encore être fait, mais ce que cette crise souligne, c'est l'importance de l'existence de contre-pouvoirs, de garde-fous véritables, qui sont de plusieurs natures, qui sont dans l'existence d'une structure avec des institutions fortes et qui ont une certaine indépendance, y compris donc les parlements dont je viens de parler. S'agissant de la France, on a vu que le Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute instance juridictionnelle sur un plan administratif français, a joué un grand rôle en rétablissant la liberté de se réunir pour les cultes, dans un premier temps, et il y a quelques jours, en disant que l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes en public était en fait contraire aux libertés, contraire au droit de réunion et de manifester une opposition. Donc dès lors que ce geste barrière était maintenu, il devenait licite de se réunir. Donc là, on a l'exemple même d'une institution juridictionnelle qui vient contredire le pouvoir exécutif pour défendre les droits et libertés des citoyens. Donc ici, la solidité des institutions démocratiques est particulièrement importante. Il y a un point que je n'ai pas développé, sur lequel on pourrait revenir par la suite, c'est la question du fédéralisme et du centralisme. Le président Macron a fait une intervention à la télévision française hier, dans laquelle il a notamment pointé l'excessive centralisation française. Et c'est vrai que c'est une remarque qui est faite depuis plusieurs semaines par énormément d'observateurs, d'analystes, de spécialistes, qu'un système extrêmement centralisé présente d'énormes rigidités et qui ont posé des problèmes dans la manière de gérer cette crise.
Donc là, il y aura peut-être des leçons à tirer, comme il y en a pour les parlements. Et surtout, ma conclusion, pour revenir à ce que je disais au départ, hein, dans cette forme de concurrence finalement entre les grands systèmes politiques, c'est que il faut peut-être que les démocraties apprennent, effectivement, tirent certaines leçons de cette crise, mais apprennent aussi à être plus assertives. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation dans laquelle, il y a peut-être 20, 30 ans, les démocraties étaient des démocraties triomphantes, hein, c'était la fin de l'histoire, et donc il y avait une certaine arrogance de la part des démocraties, à une situation dans laquelle il y a une certaine, presque une honte, hein, j'appellerais ça la démocratie honteuse, quoi, de ne pas assumer les qualités de nos systèmes politiques. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une brèche dans laquelle des régimes autoritaires s'engouffrent volontiers. Bon, je crois que la première chose à dire à ce propos, hein, c'est que le bilan véritable de la pandémie et de sa gestion reste à faire. C'est-à-dire que les chiffres que l'on connaît tous et dans lesquels on compare le nombre de personnes contaminées, le nombre de décès, dans une très large mesure, sont des chiffres qui sont faux, s'agissant notamment des régimes non démocratiques. Donc on commence à s'en faire une idée plus précise à travers la comparaison entre les statistiques des décès, les statistiques normales et les statistiques plus récentes, qui donnent une vision plus fine en fait, de l'ampleur de l'épidémie. Par ailleurs, la pandémie elle-même n'est pas terminée, hein, donc voilà, attendons la fin de l'histoire pour faire le bilan. Et surtout, finalement, on peut aussi inverser en fait, le propos des régimes autoritaires. Ici, donc, dans le fil Twitter que je mettais en introduction, l'ambassade de Chine fait un commentaire supplémentaire à ce que je vous ai montré précédemment. Encore une fois, ça date un petit peu, ça date du mois de mars. Et donc, les autorités chinoises disent que le confinement strict est le moyen le plus sûr de stopper net l'épidémie. Bon, peut-être. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui est dit après. Peu importe c'est-à-dire ce confinement, émane d'une dictature, sous-entendu, et c'est assez amusant d'ailleurs, hein, que ce soit les Chinois qui disent ça, la Chine, ou d'une démocratie, pourvu qu'il soit mis en œuvre. Admettons que le postulat de départ soit exact, à savoir que le confinement strict soit effectivement le moyen le plus efficace. Encore une fois, je ne suis pas spécialement compétent pour le dire, mais beaucoup de spécialistes l'ont dit, c'est ce qu'on a fait dans la plupart des pays européens. Bon, mais moi j'aurais tendance à dire, en fait, oui, il importe qu'il émane d'une dictature ou d'une démocratie. Parce que franchement, quitte à vivre un confinement, s'il est aussi efficace dans une démocratie que dans une dictature, eh bien, je préfère le vivre dans une démocratie dans laquelle je sais qu'ensuite, j'aurai l'occasion de pouvoir circuler librement, de m'exprimer, de critiquer, y compris d'ailleurs de critiquer ce que fait le gouvernement et ce confinement. Voilà. Donc, ça sera un petit peu ma conclusion, c'est que effectivement, une mesure peut être bonne, qu'elle soit prise par une dictature ou par une démocratie, hein, et qu'on soit en Chine ou qu'on soit en Europe, la Terre est ronde, il n'y a pas de problème là-dessus, et les lois de la physique sont les mêmes, mais en démocratie, on a la liberté de critiquer, de choisir nos dirigeants, et c'est ça qui est précieux. Et je pense que c'est là-dessus que nous devons être beaucoup plus assertifs, sûrs de nous-mêmes, et c'est ce que nous devons défendre et ne pas oublier ces atouts que nous avons. Voilà. Et je m'arrêterai là, et on va voir s'il y a des questions ou des commentaires éventuels. Oui, il y a une question. Tu m'entends oui, très bien. Oui, très bien. Ok. Il y a une question concernant le ralliement autour des leaders pendant la crise. On a vu sur le schéma que Johnson avait 18% et la personne demande comment on peut expliquer que certaines personnes comme Johnson a eu 18% alors qu'on peut dire que sa gestion de crise n'a pas été des meilleures et surtout lorsqu'on voit le taux de mortalité aux États-Unis, quels sont les facteurs qui font que la population adhère à son leader? Oui, c'est une excellente question et c'est une question
compliquée, peut-être parce qu'elle est grande, justement. Alors, il faut bien voir qu'ici, on a ce que j'ai présenté, c'est d'abord un différentiel. Hein, donc, tout dépend quel est le point de départ, puisqu'on ne compare pas simplement le point d'arrivée, on compare le point de départ. Donc, si la popularité était faible, c'était plus facile de remonter, par exemple. Par ailleurs, il faudrait à l'avenir faire des analyses plus fines, parce que, comme on le sait, l'épidémie, elle s'est diffusée pas avec le même rythme aux différents endroits. Elle a commencé à certains endroits, donc à un moment donné, la situation est absolument catastrophique en Italie, et tous les Européens regardaient avec beaucoup de condescendance les Italiens, en disant ah, qu'est-ce qui gère mal leur crise. Et puis ensuite, on a eu la même chose en France, en Espagne, et maintenant au Royaume-Uni. Donc, il peut y avoir tout simplement un effet mécanique du moment où les mesures ont été prises. Bon, par ailleurs, la vie politique britannique est très polarisée aujourd'hui et sans doute que cette crise elle a permis à Johnson précisément de développer un certain discours, une certaine singularité au départ. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de ce que je peux lire, moi, des différentes analyses, il y a fort à parier que ce regain de popularité ne se maintienne peut-être pas pour Johnson. Et je crois que d'ailleurs les derniers sondages, les sondages plus récents, montrent ça. C'est-à-dire et la même chose d'ailleurs en France, où à un moment donné, ça a vraiment bénéficié au président Macron et où la tendance plus récente est beaucoup plus critique. Ce que je dirais, peut-être pour aller au-delà de la question sur un plan purement individuel, c'est que, je veux dire, ou simplement du cas britannique, c'est qu'il y a vraiment une différence entre des systèmes politiques qui sont extrêmement personnalisés, comme le sont les systèmes politiques français et les systèmes politiques britanniques, dans lesquels il y a une personnalité qui polarise en fait toute la vie politique et qui a tendance, c'est soit la hausse, soit la baisse, mais à vraiment tirer comme ça l'opinion, soit vers le haut, soit vers le bas. Et des systèmes où le pouvoir est beaucoup plus partagé, où les décisions sont issues d'un travail délibératif, plus collectif, parfois avec des phénomènes de coalition partisane, et où donc la responsabilité des choix qui sont faits repose sur une base sociale plus large. Et du coup, les mouvements de l'opinion sont plus faibles dans ce cas-là, parce qu'il y a une assise sociale qui est plus large. Le cas de la France, que je connais mieux que le cas britannique encore, et de ce point de vue-là, tout à fait illustratif, avec une très forte concentration sur la personne du président, dont on attend tout, et qui, d'une certaine manière, décide de tout. C'est assez frappant. S'agissant de décisions qui me concernent personnellement, par exemple, la réouverture des écoles, on a le président de la République qui vient à la télévision et qui dit les écoles réouvrent dans une semaine pour tous les enfants. Je ne sais même pas si le ministre de l'Éducation était au courant. Vous voyez, on a dû lui dire 20 minutes avant qu'il allait falloir qu'il se prépare pour que les écoles puissent réouvrir dans une semaine. Donc, voilà, on a un rapport au pouvoir qui est très, très différencié. Oui, et une dernière question concernant le rôle du Parlement. Enfin, tu as dit les parlements ont dû se réinventer et parfois ils se sont réinventés au positif. Quel positif? Ça veut dire que cette crise a permis de voir, d'anticiper, à prendre certaines mesures justement pour que le rôle du Parlement ne disparaisse pas totalement lors d'une crise. Qu'est-ce qui est positif? Alors, merci là aussi pour cette question. De ce que j'ai pu observer, je ne suis pas sûr que les parlements aujourd'hui aient été très source d'inspiration pour les politiques qui ont été menées. Sur les réponses en matière de politique de santé, je crois que ces réponses, elles ont émané plutôt d'experts et des exécutifs. Et donc, ça a fortement, encore une fois, créé un déséquilibre en défaveur des parlements. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une vraie alerte pour cette institution clé des démocraties représentatives. Ce que je voulais dire, c'est vraiment, ça se situe plutôt à un autre niveau, c'est au niveau des méthodes de travail. Et les méthodes de travail, alors
dans un sens, elles existaient déjà, hein, parce que, comme je le disais précédemment, les plateformes qu'on utilise pour communiquer, elles existaient, sauf que on ne les utilisait pas parce qu'on n'avait pas vraiment la nécessité ou on n'en voyait pas tout à fait l'intérêt. Hein, moi, je suis enseignant, les plateformes, elles existaient, pourtant on n'enseignait pas, pour la plupart d'entre nous, à travers ces outils. Donc, pareil pour les parlements. Là où c'est intéressant, c'est qu'en ayant en quelque sorte expérimenté de manière contrainte ces outils ou ces formes de délibération, il y a un savoir-faire nouveau qui a été acquis, parfois d'ailleurs pour voir les limites des outils disponibles. Par exemple, une grande question pour les parlements, c'est la question de la sécurité, de la confidentialité, à la fois des discussions en ligne et aussi éventuellement des votes à distance, des méthodes de vote à distance. Comment faire pour que la sécurité soit bien assurée. Je vous en donne un exemple. En France, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, la commission de la défense a voulu auditionner un général, je crois que c'était le chef d'état-major de l'armée ou quelque chose comme ça, à travers Zoom. Et en fait, il a refusé en disant non, les conditions de sécurité, normalement, ça aurait dû être une audition à huis clos, hein, donc, avec des choses potentiellement sensibles et confidentielles. Et voilà, il est apparu que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Donc, l'Assemblée nationale en France est en train de développer des outils propres, et ce n'est pas le seul Parlement, tous les parlements essaient de développer des outils qui seraient des outils maison davantage sécurisés. Donc, une fois que ces outils existeront, finalement, pourquoi ne pas les utiliser par la suite ? Et c'est là que je veux dire qu'il y a peut-être du positif. C'est-à-dire que dans des pays, par exemple, qui sont très grands, dans lesquels se déplacer a un coût financier, mais aussi un coût en temps, et c'est une perte de temps que de voyager d'un côté à l'autre du pays, etc. Si il s'avère que faire une réunion à distance, finalement, est relativement efficace, eh bien, ça peut permettre de le faire. Et à l'inverse, pour un parlementaire, pour pouvoir dialoguer avec ses citoyens, ses concitoyens, les parlementaires classiquement tiennent des permanences. Je pense que ça ne va pas forcément disparaître du jour au lendemain, mais pourquoi ne pas avoir des réunions avec ses concitoyens ? J'en prends un exemple alors qui touche directement le public viennois et le public des Français de Vienne, hein, puisque les Français ont des députés élus à l'étranger, et je sais que le député français, hein, Frédéric Petit, qui représente notamment les Français vivant en Autriche, eh bien, il a mis en place comme ça des réunions via, je crois, Zoom, justement, avec ses administrés. Et finalement, on peut imaginer que pour des représentants élus comme ça de grandes circonscriptions qui couvrent plusieurs pays, eh bien, ce soit une manière de procéder qui persiste. Et là, il y aura quelque chose de relativement positif comme expérience à tirer de cette situation, de cette crise.